concerne le sujet, en ce qui concerne, excusez-moi, le conflit d'intérêts et les protocoles de rémunération. Alors, on sait que c'est un sujet qui peut être tabou, un petit peu dérangeant, surtout quand on sait que la cause principale d'un conflit d'intérêts est liée à la rémunération. Nous, le but d'aujourd'hui, c'est de vous apporter un maximum d'informations sur justement les différentes situations dans lesquelles on peut être en conflit d'intérêts par rapport au manquement d'informations, par rapport au manque de transparence, notamment aussi par rapport à la notion d'être toujours dans l'intérêt de son client. Donc, on va parler de ces choses-là aujourd'hui. Le but, c'est pas de vous déranger. Au contraire, si Swiss Life aujourd'hui apporte ce genre d'événement-là, justement, c'est pour vous aider à vendre en conformité. Alors, on va ensemble aujourd'hui échanger, on va dialoguer ensemble, on va même faire des petits quiz justement pour avoir aussi un maximum d'informations sur vous. Je vous invite justement à m'envoyer un message sur la liste de diffusion. Une liste de diffusion, c'est quoi? C'est pas un groupe, c'est justement un support sur lequel je vais pouvoir tous vous inscrire. D'une part, répondre à vos questions et aussi au mieux renvoyer les réponses à tous ceux qui seront inscrits. Aujourd'hui, vous allez pouvoir nous contacter à travers le chat, à travers la liste de diffusion et également pouvoir prendre la parole justement sur Teams. Donc, dès que vous voudriez prendre la parole, dites-le moi sur le chat, comme ça je pourrais vous introduire et on pourra dès ensemble, tous ensemble, échanger, parler, débattre à ce sujet. Vos questions sont pour nous hyper importantes et on va pouvoir justement profiter de ce petit comité-là pour animer l'atelier d'aujourd'hui. On a avec nous ce matin Ravi Joseph qui représente le cabinet JR Conseil. JR Conseil est un cabinet qui intervient auprès des intermédiaires en réalisant des audits et des formations sur la partie réglementaire de leur cabinet. On a également avec nous Nicolas, qui est le cofondateur d'ASC Pro. ASC Pro, c'est un logiciel qui permet de simplifier et d'automatiser toutes les procédures et charges administratives et réglementaires du cabinet. Avant de commencer, je voudrais que vous puissiez faire une auto-évaluation. Justement, on va faire appel à votre auto-évaluation. Donc, je vous ai envoyé sur le chat un lien. Ce sera un premier sondage pour savoir si vous estimez être dans votre cabinet aujourd'hui au centre d'un conflit d'intérêts. Donc, comment ça va se passer, ce petit quiz, ce petit sondage? Il vous suffira de cliquer sur le lien que j'ai envoyé sur le chat ou de copier le lien et de le mettre sur la barre de recherche en haut. Il y aura une session qui va apparaître et donc on va vous demander de rentrer un code PIN. Le code PIN, c'est 36 799. Je vous invite à garder la page parce qu'il y aura plusieurs questions tout au long de l'atelier. Donc, il vous suffira d'entrer le code et je vais dès à présent activer la première question en ce qui concerne le fait que vous estimez ou non être dans un conflit d'intérêts au sein de votre cabinet. Voilà, je vous laisse 2 minutes pour y répondre. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, si tout marche bien de votre côté, s'il y a un petit problème pour les réponses. Ouais, puis, merci de jouer le jeu. Hein. Faites le petit quiz, ça permet aussi de lancer les débats et c'est toujours intéressant pour nos intervenants d'avoir vos retours là-dessus. Hein. Vos avis, c'est vraiment important. Exactement. Donc, merci de prendre le temps. Ça va permettre de lancer le sujet. Voilà, donc les réponses arrivent là déjà au fur et à mesure. Voilà, c'est totalement anonyme. Hein. C'est un quiz totalement anonyme. Donc voilà, vous pouvez y aller. Il y aura encore 2 autres questions qui vont tourner autour du conflit d'intérêts justement. Donc on a pour le moment 5 réponses. Mais vu qu'on est en petit comité, combien il y a de personnes qui doivent voter, Vincent? C'est ça, c'est ce que je me dis. C'est combien de personnes doivent voter étant donné qu'on est en petit comité. Tac, tac, tac. Je compte. Peut-être 6 ou 7 votes. Je pense qu'on devrait avoir dans ces eaux-là. 7, ouais. Quelque chose comme ça. Pour le moment, on en a 5. Le quiz va se fermer dans une vingtaine de secondes.
Comme ça, on va pouvoir directement enchaîner. Je vais pouvoir également laisser la parole à Nicolas et à Ravi, justement. Ok, alors sur les résultats, Jonas? Donc, sur les résultats, le quiz est clôturé. On a 100% des votants qui estiment ne pas être au centre d'un conflit d'intérêts au sein de leur cabinet. Parfait. Voilà. Alors, ok, c'est rare. En général, il y a quand même un petit peu plus de gens qui pensent être dans un conflit d'intérêts, mais on va voir effectivement si votre avis va évoluer ou pas. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Première chose dont on va parler, c'est l'esprit de la loi autour de ce conflit d'intérêts. Comme vous allez le voir avec Ravi, c'est une notion majeure que l'on doit traiter dans son cabinet. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir ce que le législateur a voulu. Première chose, le législateur a très très peur que les intermédiaires conseils s'enrichissent contre finalement, au détriment des intérêts de leurs propres clients. C'est pour ça qu'il a édicté un certain nombre de règles à respecter, à suivre, et sur lequel il attend que chaque conseiller, conseillère, courtier, courtière, etc., soit hyper transparent et apporte toute l'information nécessaire lorsqu'il se trouve dans un cas de conflit d'intérêts que l'on va effectivement décrire et décliner. Oui, bonjour à tous. Effectivement, Nicolas, un conflit d'intérêts est susceptible d'exister dès lors qu'il y a une situation qui risque de porter atteinte aux intérêts des clients ou d'un tiers d'ailleurs. Donc, il est donc évident aux distributeurs de savoir de manière loyale, honnête, non trompeuse et surtout professionnelle, d'agir en fonction de leurs clients, en fonction exclusive de leurs clients. Donc, on va vous répertorier en fait la typologie de conflit d'intérêts qui existe, mais déjà, chaque fois que l'intérêt du client n'est pas formellement respecté ou qu'il y a un risque qu'il ne soit pas respecté ou que les modalités, donc, que ce soit de sa gestion, de son information ou du conseil qui lui dit ne sont pas strictement objectives, vous devez faire attention et il y a des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas encore pensé. Là, on va décliner les risques de conflit d'intérêts entre deux parties. D'abord, évidemment, il peut y avoir la compagnie d'assurance ou le courtier grossiste et son propre personnel. Il peut y avoir la compagnie et un courtier. Il peut y avoir aussi la compagnie et un client en direct. Le courtier, bien évidemment, et son client, c'est ce qui vous regarde le plus. Un courtier et son propre personnel. Quand on parle de propre personnel, c'est aussi bien collaborateur que mandataire. Et enfin, il peut aussi y avoir des conflits d'intérêts, dans certains cas, entre deux clients. Ravi, ce que je te propose, c'est effectivement que l'on vienne sur quelques exemples et puis que tu puisses un peu étayer tout ça. Oui, effectivement, là on voit sur le premier exemple le lien capitalistique, ça c'est clair comme le nom l'indique, entre le distributeur et son courtier. S'il a des intérêts, forcément il va le favoriser par rapport à ça. Mais on peut aussi parler par le biais que si jamais il a aussi une création d'un fonds qui met en place au sein d'un producteur, il peut aussi favoriser, donc ça reste aussi un lien fondamental, donc ça peut être aussi une influence, en tout cas vis-à-vis des clients. Le deuxième exemple qu'on voit effectivement, c'est là la produit au détriment d'un autre. Effectivement, conseiller, valoriser un produit par rapport à un autre. Pourquoi? Parce que je favorise celui-ci par rapport à sa commission qui est beaucoup plus intéressante que par rapport à une autre. Alors là, précisons bien, Ravi, que c'est proposer un produit en sachant pertinemment que dans la gamme que l'on distribue, il y aurait un produit mieux adapté aux besoins du client, hein, qu'on soit bien d'accord. Tout à fait, Nicolas, parce qu'en plus, c'est très important. C'est vrai que c'est un point important léger parce que ça sera effectivement contrôlé sur cette partie-là pour voir éventuellement sur le même typologie de produit, pourquoi favoriser ce produit par rapport à un autre. Donc, on va voir un aspect là-dessus. Troisième point, effectivement, proposer un produit par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle l'avantage en nature. Ce qu'on conseille peut bénéficier, par exemple, de la part du distributeur, du producteur, pardon, et donc favoriserait effectivement et influencerait encore une fois
parce qu'il y a un but à gagner. On appelle ça des avantages. Ça peut être aussi bien des voyages. À l'époque, c'était beaucoup de voyages, mais ça peut être aussi bien des sorties, des restaurants, ou voire même éventuellement, je ne sais pas, une sortie pour un match de foot, etc., favoriser ce genre de choses. Quatrième point, effectivement, là, on parle de favoriser un partenaire. On parle de favoriser un partenaire aussi dans un lien purement affectif. Je favorise celui-ci parce que je m'entends bien avec lui par rapport à un autre. Ça peut être très bien aussi ça dessus. Et aussi, bien évidemment, la rémunération, ça va de soi. Je favorise un partenaire parce qu'il me rémunère mieux qu'un autre. Évidemment, on se remet dans un cas de conflit d'intérêts. On insiste beaucoup sur le fait qu'on sait très bien que certains courtiers ont tendance à aller plus vers des compagnies où les inspecteurs sont très présents. Donc attention à ça, parce qu'on comprend tout à fait que la proximité favorise les échanges et la commercialisation. Je pense que tous les inspecteurs qui sont là le savent pertinemment. Mais attention, lorsque vous vous trouvez encore une fois et on se rapporte à finalement proposer un produit au détriment d'un autre qui serait peut-être plus adapté, attention à bien veiller dans votre gouvernance produit à ne pas favoriser donc ce partenaire, parce que vous avez des critères objectifs qui vont vous dire ce produit est mieux adapté qu'un autre pour vous. Oui, effectivement, Nicolas, là, on voit l'effet palier. L'effet palier, c'est intéressant, c'est-à-dire que là, on parle d'un quota. Plus on atteint un certain niveau de quota et plus la commission devient intéressante au fur et à mesure du niveau supérieur. Donc là, effectivement, l'influence est très forte et bien évidemment omniprésente à chaque niveau de commission. Enfin, alors là, je ne le vois pas sur l'écran. Alors, c'est l'organisation, en fait, voilà. C'est la politique de rémunération qu'un cabinet, donc là, c'est plutôt des cabinets qui auraient des collaborateurs ou des mandataires, c'est l'organisation d'une politique de rémunération ou de challenge interne qui vont effectivement pousser certains produits au détriment de d'autres. Voilà. Donc, faire attention, si vous avez des commerciaux, à organiser des challenges, non pas exclusivement sur des critères quantitatifs qui vous obligerait à mettre en avant tel ou tel produit ou famille de produits, mais bel et bien de toujours prévoir une politique de rémunération, et on y reviendra tout à l'heure, avec des critères qualitatifs. On va y revenir. Et on voit souvent cet exemple, Nicolas, effectivement, on voit souvent cet exemple dans les banques, notamment, effectivement, qui poussent par rapport à un produit d'appel les collaborateurs en disant on y va plus là-dessus qu'un autre. Donc, on met en concurrence, évidemment, les collaborateurs, ce qu'on vient de préciser par rapport à la compagnie. Donc, justement, alors, bien que ça ne représente pas 100% des conflits d'intérêts, eh bien, en général, les conflits d'intérêts sont générés par des paramètres ou des facteurs qui sont liés à vos rémunérations. Donc, avant de refaire un questionnaire et un quiz avec Jonas, eh bien, on va déjà vous décliner 8 modèles de conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement vous toucher. Première chose, justement, les rémunérations principalement, tu le disais, Ravi, ça se voit beaucoup en banque, calculées sur des critères quantitatifs avec l'exclusion de critères qualitatifs. Comme le disait Ravi, c'est typiquement, on est dans le trimestre de l'assurance vie, donc on fait de l'assurance vie, on est dans le trimestre de telle ou telle thématique et on va dessus. N'oubliez pas, si vous avez des collaborateurs, si vous avez des mandataires, à prévoir des critères qualitatifs. En critères qualitatifs, par exemple, on peut retrouver la récupération systématique des justificatifs de l'ensemble de vos clients. C'est-à-dire pour qu'un dossier soit complet, il faut récupérer l'ensemble des justificatifs. Prévoyez aussi, par exemple, le fait qu'un collaborateur ou qu'un mandataire remplisse bien le logiciel, le CRM dont vous vous servez au quotidien pour remplir les informations de clients, par exemple, ou faire des rapports de rendez-vous, etc., etc. En tout cas, veillez à ne pas baser toute la rémunération exclusivement sur des critères produits et d'atteinte d'objectifs produits. Là, effectivement, Nicolas, on a aussi un cas d'exemple. Je l'ai eu dans le cas d'un contrôle, par exemple, lors d'un contrôle d'un cabinet, j'ai vu qu'il avait 800 clients, dont 750 clients sur le même produit pour atteindre justement la quantité par rapport à son concepteur-producteur pour effectivement avoir cette fameuse commission et bien évidemment des commissions plus intéressantes encore. Donc, on voit très bien effectivement parmi cet exemple
les critères de quantitatif et qui est au détriment de qualitatif, évidemment. Dans le même esprit, Ravi, ces fameux effets de palier dont on parlait Oui. déjà tout à l'heure. On l'avait vu effectivement tout à l'heure sur les effets de palier. Donc, on parle encore une fois des différentes étapes, des différentes couches qu'ils peuvent avoir sur les commissions. Donc là, encore une fois, il faut une transparence totale, que le client sache bien qu'il y a effectivement plusieurs étapes au fur et à mesure de ses souscriptions, bien évidemment, de ces rajouts de souscriptions par la suite. Il faut absolument qu'il sache que la rémunération peut varier pour le conseiller en question. Voilà, et surtout, veillez bien, surtout si ces effets de palier ont un effet rétroactif sur les commissions de l'année, c'est-à-dire que l'atteinte d'un ou deux paliers supplémentaires vont venir aussi impacter toute la production antérieure à l'atteinte de ces paliers. Là, dans ces cas-là, il faut bien regarder vos protocoles et accords commerciaux que vous avez éventuellement avec vos partenaires. Troisième chose, Ravi, des rémunérations différentes finalement pour des produits qui répondent à des besoins identiques. Ouais, là je serais à même de dire qu'il faut expliquer le cas dans une relation avec un groupement, par exemple, où la différence entre un groupement et une compagnie, donc la différence de rémunération se négocie. Donc là, effectivement, on a des différences de paliers là-dessus, encore une fois, des différences par rapport à tel de produit. On a des variations en termes de commission, encore une fois, de rémunération là-dessus, qui doit être jouée. Donc, quand vous faites partie d'un groupement, il faut absolument, bien évidemment, l'indiquer au préalable, et qu'on fait effectivement rémunérer directement par le producteur, il faut donc le signaler, bien évidemment, dans ce cas précis. Alors attention quand même, ce n'est pas réservé à ceux qui font partie d'un groupement, mais sachez que, et ça des fois vous n'y êtes absolument pour rien, vous avez par exemple des produits en prévoyance qui vont vous rémunérer à 15% en linéaire, et d'autres produits qui vont vous rémunérer à 40% la première année, puis simplement 10% en linéaire les années suivantes, etc., etc. Donc souvent vous êtes tributaire aussi des politiques commerciale et politique de rémunération de la part des concepteurs et producteurs de produits, mais malheureusement, ça vous crée au sein du cabinet un exemple ou un cas de conflit d'intérêt. Quatrièmement, Ravi, on revient sur les primes et les bonus dont tu as déjà parlé, mais moi j'ai envie de te poser une question, Ravi. Est-ce que j'ai le droit en tant que courtier d'accepter un restaurant payé par mon partenaire ou l'inspecteur de chez Swiss Life, par exemple? Alors, il est évident qu'on peut accepter de déjeuner avec un inspecteur dans la brasserie du coin. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y a pas de conflit majeur, je répète. Par contre, ça reste peut-être éventuellement un conflit mineur si ça se répercute systématiquement dans la même brasserie quasiment toutes les semaines, quasiment, et que l'inspecteur l'invite systématiquement. Attention à cela. Par contre, en revanche, si effectivement on est invité à un dîner dans un grand palace, je ne vais pas le citer, ou on est invité dans une tribune de sport, comme on l'a dit tout à l'heure, pour des matchs en VIP ou des choses comme ça, là, effectivement, et encore une fois, la récurrence va faire que, on parle avec Vincent, qu'il faut avoir, là pour le coup, inscrire dans un registre des avantages et cadeaux dans lequel, évidemment, que vous avez bénéficié de la part de la compagnie, du distributeur, du producteur, pardon, tel avantage pour, effectivement, ce genre de sortie. Et quel est le risque de ne pas le déclarer? C'est-à-dire que là, quelqu'un qui est invité dans un grand restaurant et qui ne le déclare pas dans un cahier un registre de cadeaux, quel est le risque que le législateur le découvre? Comment lui peut avoir cette information? Personne ne peut l'avoir. C'est Vincent qui parle, hein, ça? Ouais, c'est moi. Personne ne peut l'avoir, cette information, à partir du moment que, parce qu'il est connu qu'entre le distributeur et la compagnie. On est d'accord? Personne ne le sait. Mais si il s'avère que vous invitez avec en même temps un client qui se dedans, là, le client est au courant. Ça, par contre, il faut vraiment faire attention. À partir du moment que le client est au courant, vous devez, en tant que distributeur, noter un registre. Mais si c'est entre le conseiller, le courtier et la compagnie, à ce moment-là, non. Attention, je mets un bémol là-dessus. Si ça devient très récurrent, très souvent, je vous invite fortement, bien évidemment, parce qu'il y a une vraie influence pour le coup, bien évidemment, de favoriser la compagnie par rapport à un autre. N'oublions pas qu'un courtier doit rester en architecture ouverte, par conséquent, doit démontrer, bien évidemment, sa transparence, sa loyauté envers son client. Et Vincent, pour répondre à ta question, en général, comment ils vont le découvrir? Juste parce que
les cabinets qui n'ont pas veillé à bien orchestrer leur politique et leur procédure de conflit d'intérêts. En général, quand il y a une absence, on va voir tout à l'heure, de documents, ça va les pousser à investiguer et c'est comme ça qu'ils s'aperçoivent en fait que l'intermédiaire a bénéficié d'avantages en nature, de cadeaux, etc. Et en fait, on va le voir tout à l'heure, mais il est impératif de tenir ce fameux registre dont Ravi parle, et qu'en l'absence de ce registre, c'est d'ores et déjà un motif de sanction. Merci Nicolas. Alors, j'ai juste un... Voilà. Cinquièmement, alors Ravi, les fameux escomptes et précomptes. Alors, je le rappelle pour tout le monde, à la base, dans DDA, toute rémunération escomptée, précomptée devait, je dis bien devait, et j'emploie bien l'imparfait, devait disparaître. Au final, elles sont toujours présentes, mais effectivement, ça pose clairement un cas de conflit d'intérêt de percevoir des rémunérations anticipées. Oui, Nicolas, effectivement, le précompte c'est quoi? C'est un dispositif qui prévoit le premier versement, le versement au distributeur d'une commission importante la première année. Et ensuite, se réduit dégressif les années suivantes. Donc, bien évidemment, encore une fois, quand on est dans cette partie-là, on est dans ce cadre de conflit, on doit bien évidemment faire transparence totale là-dessus, sur ce genre de rémunération. Voilà. Même si on comprend bien que pour des cabinets qui démarrent ou même pour des cabinets qui ont des salariés ou des mandataires, c'est toujours très intéressant d'avoir des commissions de première année beaucoup plus fortes. Mais encore une fois, c'est un cas de conflit d'intérêts et donc il faut montrer patte blanche et être transparent sur le fait qu'on touche plus de rémunération la première année. Alors, je répète, effectivement, là-dessus, je vais ajouter un petit bémol. Effectivement, les clients sont pas, ils sont au courant, surtout quand on démarre, comme Nicolas l'a dit, pour la première fois. C'est une pratique assez courante, je l'ai déjà vu plusieurs fois, il n'y a pas de souci, il n'y a pas mort d'homme. À partir du moment qu'on est transparent, qu'on l'explique aux clients et que ça marche comme ça, ils le savent, ils comprennent, donc ils acceptent. Un des sujets préférés de Ravi, parfois méconnu par les gens que nous rencontrons, c'est aussi le versement des rémunérations maintenues. Alors, malgré la disparition du contrat, c'est très très rare, extrêmement rare, on n'en voit quasiment plus. Mais en revanche, des rémunérations maintenues, Ravi, même lorsque la relation du client n'est plus finalement totalement effective. Enfin, la relation avec le client, pardon, n'est plus totalement effective. Tout à fait, Nicolas. Effectivement, dans ce cas de figure, c'est que, par exemple, j'ai 300 clients, j'en ai, je sais pas, une centaine actifs, et c'est ceux avec qui je travaille, et bien évidemment, je fais tout mon devoir, mon activité, mon devoir de suivi, etc. Et les autres, bien évidemment, restent en position veille, entre guillemets. Et par contre, je continue quand même en tant que distributeur à recevoir des commissions de leur part. Donc là, effectivement, on est en porte-à-faux. Et j'invite effectivement à tous les cabinets, pour montrer patte blanche, de faire un distinguo, faire une segmentation effectivement des activités au sein de leur cabinet, c'est-à-dire je mets en place un compartiment de clients actifs, un compartiment de clients passifs et un compartiment de clients veille qui permet de bien dire effectivement je touche des rémunérations, je continue quand même à les suivre quelque part et donc c'est tout à fait normal et logique que je continue en tout cas à toucher des rémunérations par rapport à ça. Gardez bien à l'esprit qu'avec la notion de suivi, en fait, vous êtes censé pouvoir justifier la perception de commission. Justifier. Donc, en cas d'absence de suivi, vous vous mettez dans une position inconfortable. Donc, tous les clients que je n'ai pas vus depuis plus d'un an, voire 2 ans, 3 ans, n'hésitez pas à reprendre contact avec eux pour justement bien pouvoir justifier que vous touchiez toujours des commissions d'encours, des commissions de récurrence sur des contrats, etc., etc. Septième partie, des rémunérations jugées trop élevées en proportion finalement des primes versées sur un produit. Alors, d'une manière générale, quand vous avez des commissions qui sont trop élevées, on va vous donner un exemple, par exemple, je touche plus de 100% sur un produit d'investissement des primes versées par le client en première année. Ça existe, j'aurais tendance à dire malheureusement. Pourquoi? Parce que
Alors, on ne dira pas forcément qui c'est, mais ce n'est pas forcément toujours des assureurs français non plus. Mais c'est des produits qui rémunèrent très, très bien des réseaux de distribution, souvent des réseaux de distribution à mandataires, enfin avec des mandataires. Et donc, c'est vrai que c'est rêvé parce qu'on peut toucher 120, 130, 150% de ce que verse le client en première année. Alors, évidemment, avec des reprises de commission, ça c'est somme toute logique, classique et réglementaire. Mais attention, parce que quand il y a trop de commissions versées, en règle générale, vous n'êtes pas les seuls à toucher des commissions importantes, c'est-à-dire que c'est toute la chaîne de distribution et très souvent les courtiers grossistes qui mettent ces produits-là en place, qui touchent des communications quasi indécentes. Et par conséquent, vous allez avoir beaucoup de mal à prouver que ça va dans l'intérêt du client, que proposer ce produit-là va dans l'intérêt du client au détriment de produits plus classiques et pour autant, quelquefois, quand même très, très bien rémunérés. Donc, attention à ça, parce que vous prenez un risque extrême et vous aurez beaucoup, beaucoup de mal à prouver que c'était dans l'intérêt du client et non dans l'intérêt économique du cabinet. Dernière chose, Ravi, pour résumer finalement, il y a conflit d'intérêt. Oui, on l'a dit effectivement depuis le début qu'il faut agir bien évidemment l'intérêt du client, mais avant tout et de mettre en place une transparence totale par rapport à ça. Et ça passe par une application d'un certain nombre de procédures sur la gestion des conflits d'intérêts. Et donc prévoir par rapport à ça un dispositif organisationnel, administratif, aux activités, aux produits et à sa structure. Et aussi empêcher éventuellement qu'un conflit porte atteinte aux intérêts d'un client. Et bien évidemment, l'information au client, on revient encore une fois là-dessus, c'est quasi obligatoire. Encore une fois, c'est la seule chose qui peut désamorcer aujourd'hui un conflit d'intérêts au sein de votre cabinet. Ravi, c'est même pas quasi, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et là, Jonas, on en arrive finalement au deuxième sondage. On avait 100% de notre auditoire qui disait ne pas être en conflit d'intérêts ou pensait ne pas être en conflit d'intérêts. Maintenant que vous avez vu ces différents exemples, eh bien, on va vous reposer une question et finalement, c'est savoir est-ce qu'il y a parmi les 8 propositions que l'on a déclinées, est-ce que vous pensez désormais devoir faire face à l'une? Et je vais même aller plus loin. Est-ce que vous avez avec l'un de vos partenaires un protocole de rémunération particulier que vous avez signé? Et si oui, donc, savoir comment vous vous placez par rapport à ça. Jonas? Exactement. Donc, comme on l'a vu juste avant, je vais repartager à nouveau le lien. Ce sera le même lien et le même code PIN que tout à l'heure. Donc, même système. Là, on aura effectivement, parmi les 8 conflits d'intérêts qu'on a vus juste ensemble, on les a relistés à nouveau. Et donc, il vous suffira de la même manière de recliquer sur le lien, de recopier-coller et ensuite de mettre le code PIN 36799 pour répondre à l'intégralité des questions. Donc, le quiz est en route. Une fois de plus, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, n'hésitez pas à réagir, à donner votre avis, même le ressenti que vous pouvez avoir vis-à-vis du conflit d'intérêts, hein, que ce soit sur chat, sur WhatsApp ou même directement en live en activant votre micro. L'intérêt d'un petit comité, c'est que justement, tout le monde peut parler, tout le monde peut échanger. Si vous êtes venu ici ce matin, c'est parce qu'il y avait forcément des questions ou des points à éclairer. Donc, c'est le moment. Profitez-en surtout. C'est ce que je vous conseille de faire. Donc, je rafraîchis la page. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas encore eu de vote. Il y a déjà eu un vote. OK. Il y a un vote pour le moment. C'est des questions aussi à choix multiples, hein. Je voulais préciser. Oui. Des questions à choix multiples. Vous pouvez cocher plusieurs conflits possibles parmi les 8. C'est intéressant. Effectivement, c'est intéressant de voir que quand au premier sondage, qu'on n'était pas en conflit d'intérêts, en fait, c'est un faux problème parce qu'on est tous en conflit d'intérêts à partir du moment qu'on est déjà lié avec un partenaire ou 2 partenaires ou 3 partenaires. Donc, forcément, quelque part, on va bien sûr aller sur ces 3 partenaires que par rapport au marché qui est ouvert sur l'ensemble. Hein, si on est en architecture ouverte et si je suis un indépendant, imaginons, ben voilà, effectivement, je suis dans un premier cas de conflit d'intérêts. Juste à préciser
le quiz se clôture, que c'est toujours, excuse-moi, Ravi, c'est toujours aussi anonyme. Hein. Ouais, ça va, Je finis vraiment à le préciser. Donc, on a eu 4 votes. Oui. Un de moins que tout à l'heure. Et le quiz est désormais donc clôturé. Donc, il y a 75%, donc il y a eu plusieurs votes en tout cas là-dessus, en ce qui concerne le conflit d'intérêt sur la rémunération différente pour des produits qui répondent à des besoins identiques. 75% parmi les 4 votes en gros ont été sur cette partie-là. Et le reste des votes, c'est soit lié à l'effet de palier pour libérer des rémunérations complémentaires et ou supplémentaires. On a également tout ce qui va être lié aux primes, bonus, récompenses conditionnées à l'atteinte des objectifs. Et le cinquième, et plutôt le dernier conflit d'intérêt qui a été en tout cas choisi, c'est le versement des rémunérations qui anticipent le paiement effectif des cotisations. Voilà. Donc, si tu veux revenir, Nico, à la slide des conflits d'intérêt, c'est le conflit numéro 2, 3, 4 et 5. Et particulièrement numéro 3 sur la rémunération, justement, des différentes pour des produits qui répondent à des besoins identiques. D'accord. Donc, le 2, le 3. Alors, le 2, effectivement, c'est conditionné souvent à des accords particuliers que vous passez avec vos partenaires. Le 3, là, malheureusement, vous êtes tributaire des politiques commerciales et de rémunération choisies par vos partenaires, effectivement. Le 4, c'est des pratiques assez répandues. Et sur le 5, effectivement, c'est l'anticipation de cotisation. Et pourquoi, par exemple, c'est un conflit d'intérêt? Parce que ça ne favorise pas le suivi. En tout cas, ça favorise un désintérêt de la part de certains professionnels lorsqu'il n'y a pas une commission effectivement récurrente assez forte. Alors, je pense que c'est aussi le bon moment pour vous de peut-être poser des questions. Peut-être que ça a généré des questions de votre part ou pas, mais ça serait peut-être intéressant de savoir si vous avez des questions avant qu'on enchaîne sur que mettre en place lorsque vous êtes, comme vous nous l'avez finalement indiqué, être en conflit d'intérêt. Donc, on va vous expliquer dans la deuxième partie tout ce qu'il faut mettre en place, toutes les procédures qu'il y a à mettre en place. Mais est-ce qu'avant, il y a des questions? Est-ce que vous avez des doutes, justement? Alors, il y a déjà une question, en fait, c'est en ce qui concerne, par exemple, le fait de travailler avec un seul assureur pour proposer un seul produit, par exemple, un produit en particulier, et donc finalement ne pas avoir ce panel d'offres. D'accord. La personne est bien courtier, hein, on est bien d'accord? Oui. D'accord. Alors, c'est une problématique avec Ravi que l'on rencontre assez souvent. C'est vrai que, on va être clair, vous avez besoin de favoriser un produit, un assureur pour l'atteinte de minima et que vous puissiez décemment vivre de votre activité. Et ça, soyez sûr en tout cas que nous le comprenons. Alors, ce n'est pas complètement interdit. Pourquoi? Parce que déjà, on a DDA a prévu des choses pour les salariés d'entreprise. Ravi et moi en parlions tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque vous êtes salarié de chez Swiss Life, c'est normal que vous ne proposiez que des produits de chez Swiss Life. Pareil, dans le courtage, vous avez aussi les agents généraux qui sont exclusifs ou certains courtiers qui sont exclusifs, mais alors ça veut dire que vous devez, pour être exclusif, donc c'est-à-dire la catégorie A dans le courtage, mais vous devez avoir impérativement un contrat qui vous lie de manière exclusive avec un partenaire. Et en règle générale, vous ne disposez pas d'un contrat de ce type en bonne et due forme. Donc, par conséquent, vous pouvez effectivement avoir choisi de ne distribuer que le PER de chez Swiss Life, que le stratégique premium de chez Swiss Life, parce qu'en plus, d'un côté, il y a une meilleure rémunération, mais de l'autre côté aussi, vous y trouvez réellement un intérêt. Donc, ça peut se faire, mais encore, et là, je pense que Ravi va me dire que va peut-être venir renchérir un petit peu, encore faut-il bien le dire, bien le formaliser par écrit à vos clients. Oui, Nicolas, c'est tout à fait ça, en fait. On peut y aller sur ce terrain-là à partir du moment que j'ai bien expliqué à mon client l'intérêt, parce qu'il y a un vrai intérêt pour lui,
un engagement pour lui, il y a une vraie assurance pour lui par rapport à sa demande, à son objectif et à ses besoins. Donc, ça justifie pourquoi j'ai choisi tel produit par rapport à un autre et pourquoi je vais sur celui-là. Deuxième raison, c'est la performance du produit. Le track record du produit permet de pouvoir m'asseoir dessus en disant je confirme bien que ce même produit face au marché, parmi les autres concurrents, je récupère, je retrouve la même performance. Par conséquent, ça justifie encore une fois mon placement. Donc, ces deux critères-là sont très importants sur lesquels le régulateur va pointer, bien évidemment, son stylo là-dessus. Alors, messieurs, je souhaiterais introduire un de nos participants qui voudrait prendre la parole, c'est Arnaud Bounour. Il faut faire attention avec le terme introduire, c'est dangereux. Oui, je vais laisser la parole à Arnaud pour discuter. Vincent, pas de commentaire, merci. Alors, le micro était coupé, mais je me suis mordu les lèvres. Voilà. Non, dans mon cabinet, je distribue un produit spécifique sur lequel on a fait un montage spécifique avec une compagnie. Globalement, j'ai pas de protocole de rémunération particulier sur ce produit. Donc, je suis rémunéré sur le barème de commissionnement classique de ce produit-là, classique de la compagnie. D'accord. Ce n'est que, compte tenu de la cible, on a, nous, créé un produit spécifique avec une garantie spécifique complémentaire que n'a pas la concurrence sur ce marché. Voilà. Et pour le coup, je ne distribue qu'exclusivement ce produit auprès de la cible détectée. Sans proposer aucun autre produit, puisque de toute façon, la plupart du temps, aujourd'hui, il est refusé à la concurrence. Donc, nous, on arrive à avoir le marché. Voilà. Alors, là, Arnaud, en fait, vous avez décrit quelque chose de très, très bien et que nous ne rencontrons pas non plus à chaque fois. C'est-à-dire que vous avez dit, voilà, finalement, si je comprends bien, et arrêtez-moi si je me trompe, vous vous adressez finalement à une forme de niche. Oui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez des critères objectifs qualitatifs, c'est-à-dire que vous avez mis en place un produit spécifique pour cette niche et que vous avez ajouté finalement des garanties supplémentaires. Oui. Troisième chose, vous n'avez pas finalement de rémunération avantageuse. Alors, quand on parle de rémunération avantageuse, attention Arnaud quand même, est-ce qu'il y a… Alors, c'est un produit d'investissement ou pas? Non, c'est un produit dommage. Un produit dommage, très bien. Et à partir de là, vous nous confirmez que vous n'avez aucune incitation commerciale, enfin pécuniaire, à pousser ce produit au détriment d'un autre. Au niveau de cette compagnie, il existe un contrat sur ce genre de risque. Oui. Nous, on l'a amélioré et j'ai la même ligne de rémunération que ce genre de risque. Voilà. Alors, là, clairement, vous avez des critères objectifs à mettre en avant, que ça va dans l'intérêt de votre cible, client, de votre niche. Donc, pour nous, Ravi, si tu n'es pas d'accord, surtout, interviens. Mais pour moi, en tout cas, il n'y a pas de problème. Arnaud, je confirme ce que vient de dire Nicolas là-dessus. Sur ce point-là, il n'y a pas de souci parce que c'est là-dessus que le contrôle va se porter, hein, sur la rémunération, sur le format, etc. Et bien évidemment, sur le contenu de votre fonds qui correspond et qui répond bien en tout cas aux attentes de vos clients parce que vous avez vraiment tourné là-dessus. Le facteur à risque qui peut éventuellement être dans votre cas, c'est le nombre. Si j'ai 300 clients et que mes 300 clients bénéficient, quel que soit le profil de mon client, là, vous êtes en conflit d'intérêt. Ça veut dire que vous n'avez pas respecté, notamment la DDA oblige. Hein, n'oublions pas que c'est à cause de ça qu'on a renforcé les conflits d'intérêt depuis 2018. Donc, il faut absolument respecter la grille de gouvernance produit. Donc, si ça rentre dans une typologie effectivement d'orientation produit type dynamique, prudent, équilibré, etc. On est dans du dommage, Ravi, on est dans du dommage. On n'est pas dans l'investissement. Voilà, on est dans du dommage, pardon. Mais en tout cas, il faut absolument voir par rapport à ça, hormis effectivement le reste que je viens de dire, à ce moment-là, sur le nombre de clients que vous allez effectivement distribuer. Justement, Arnaud, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas avoir un accord avec une seconde compagnie, par exemple? Parce qu'elles ne veulent pas. En fait, alors pour ne rien cacher, on est sur un truc. Alors, quand j'ai racheté le cabinet, cette offre existait déjà.
On parle alors effectivement là on n'est pas dans de l'avis, mais finalement on peut développer quand même. Le sujet c'est ce qu'on appelle des cyclos de livraison, donc les scooters que l'on voit avec des bacs derrière pour livrer des pizzas, des sushis et toute autre solution. Donc c'est un risque que les assureurs n'aiment pas. Oui. Aujourd'hui sur le marché globalement, si on va pas chez April, on a énormément de difficultés à faire des flottes de véhicules comme ça. Okay. Moi, je travaille avec une compagnie spécifique. On a développé un produit sur lequel, globalement, on a rajouté de la défense recours qu'il n'y a pas dans ce genre de contrat parce que les compagnies, en fait, mettent un minimum de garantie parce qu'elles ne veulent pas prendre... Elle ne va pas le prendre le bouillon avec ce genre de livreur qui, vous le savez, peut avoir, si vous êtes notamment parisien, une conduite parfois un peu à risque dans le dommage. Aléatoire. Et donc, c'est un risque très particulier que très peu de compagnies prennent. Nous, étant donné le volume que l'on fait, on arrive à rentabiliser notre portefeuille. Et donc, pour le coup, on arrive à travailler de manière cohérente avec la compagnie qui nous accompagne là-dessus. Donc voilà, maintenant, je n'ai pas de rémunération particulière. Moi, dans ce cabinet, il y a une volonté à un moment donné, c'est parti d'un gars et puis qui finalement connaissait du monde et qui connaissait du monde. Bon, voilà. Et puis c'est devenu aujourd'hui... quelque chose d'assez important au sein de notre cabinet. Okay. Et voilà. Donc, et en fait, on le propose de manière exclusive. Hein. C'est-à-dire que moi, un client qui vient en parlant de ça, qui a besoin d'assurer une flotte de scooters de livraison, je ne lui propose rien d'autre. Alors, juste une chose, si on a quand même un conseil à vous donner, Arnaud. Cette compagnie, elle a un contrat classique, d'après ce que j'ai compris. Elle a un contrat classique, ouais. Voilà. Donc, enfin, elle a le même contrat, mais sans le défense recours. Est-ce qu'il y a une différence de tarification? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Alors, s'il y a quand même un conseil à vous donner, vous savez, c'est que, et c'est pour ça que Ravi vous a dit attention au nombre, parce que c'est vrai qu'il a cette casquette de contrôleur, c'est très important. Veillez à quand même pouvoir toujours mettre les choses en perspective, toujours pouvoir présenter un benchmark. Vous avez parlé tout à l'heure d'April. Essayez de trouver quand même un ou deux produits, même classiques, qui ne répondent pas totalement, effectivement, à ce que vous avez déterminé comme étant indispensable, pour bien déjà montrer au client l'intérêt qu'il a. Et c'est très pédagogique, finalement. Et ensuite, si j'ai un deuxième conseil à vous poser, montrez que vous avez effectivement monté un contrat et conservez les refus des différentes compagnies que vous avez sollicitées pour bien montrer que vous avez essayé d'avoir une offre un petit peu différente de celle que vous avez et qu'aujourd'hui, vous n'avez malheureusement eu que des refus. Vous voyez, Arnaud, c'est très important parce qu'on reste toujours dans le formalisme, on reste toujours, mais voilà, il faut vous protéger, vous. Vous avez essayé, c'est un petit peu comme les clients que vous ne voyez pas depuis très longtemps, ce dont parlait Ravi, mais à partir du moment où vous montrez que vous avez essayé de rentrer en contact avec eux, mais que c'est eux qui n'ont pas daigné vous répondre ou satisfaire aux obligations légales et réglementaires que vous leur avez demandé de remplir, eh bien, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour respecter au mieux vos obligations. Donc, première chose, montrez toujours des contrats dits classiques et qui n'ont pas toutes les mêmes garanties que ce que vous avez monté. Première chose, pour bien montrer au client qu'il a un réel intérêt à aller sur votre contrat. Deuxième chose, essayez quand même de réactiver certaines choses en montrant ce que vous avez. Et si vous avez toujours des refus, bien les conserver pour pouvoir montrer que vous avez tenté de monter une offre concurrente à ce que vous avez déjà. Tout à fait, Arnaud, parce qu'en fait, l'idée, et là-dessus, il n'y a rien de plus simple. Hein. Votre produit est bien, votre approche est bien, et tout ça, c'est transparent. Et il faut simplement juste indiquer que aujourd'hui, ce que vous avez proposé n'existe pas. En tout cas, vous avez du mal à trouver un concurrent en face par rapport à ça, et ça s'explique. Hein. Si je prends mon exemple, par exemple, que j'ai un client qui me demande un appartement avec 10 salles de bain et une chambre, eh ben, j'ai qu'un seul produit comme celui-ci, j'en ai pas 10 000. Donc, je vais aller uniquement sur ce produit-là unique et dire à mon client, il n'y a que ce produit-là qui existe sur la Terre, il n'y en a pas d'autre. Donc, c'est celui-là, rien d'autre. Donc, c'est pareil dans votre cas. Donc, vous pouvez bien évidemment justifier ça par écrit, bien évidemment, à chaque fois, et formaliser effectivement qu'il n'y a pas d'autre approche. Et donc, c'est logique que vous proposez uniquement que sur ce produit-là, sur cette voie-là.
D'accord. Soyez en tout cas transparent à chaque fois sur ça, toujours par le formalisme notamment. Ok. Vous avez d'autres questions, Arnaud? Non, c'est bon. Jonas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup Arnaud d'avoir participé, de participer en tout cas avec nous. N'hésitez pas aussi tout le monde à intervenir à un quelconque moment. Mais voilà, pour le moment, on peut continuer, on peut avancer. Tu l'as bien introduit en plus, c'est bien. Qui est super bien introduit. Voilà. Alors, la mise en garde, effectivement, et pourquoi les conflits d'intérêts sont importants, parce que dès lors que vous signez des protocoles d'accords commerciaux avec un partenaire, quel qu'il soit, eh bien, vous allez avoir ce type, en fait, de paragraphes et de mentions, en général, au tout début du contrat, où les services juridiques de votre partenaire vont vous mettre face à vos responsabilités, c'est-à-dire qu'ils acceptent vous ouvrir le droit à une politique de rémunération spécifique, mais ils savent très bien et ils vous l'indiquent que ça va donc générer des conflits d'intérêts au sein de votre entreprise, de votre cabinet, et que vous êtes seul responsable et garant du respect donc de la protection des intérêts de votre propre clientèle. Voilà. Donc, on en arrive, Ravi, finalement, à quel document mettre en place lorsqu'on est en situation de conflit d'intérêts. Oui, Nicolas, effectivement. Alors, il ne faut pas oublier que le distributeur a une obligation, avant tout, de mettre en place un certain nombre de procédures et de documents au sein de son cabinet. Alors, ça passe par des procédures de conflit d'intérêts dans lesquelles il détaille évidemment tout son fonctionnement, la cartographie ainsi que le registre des conflits d'intérêts, on l'évoquera un peu plus tard ce que c'est exactement, une lettre de résolution qui permet d'expliquer ce en quoi, dans le cas d'un conflit, et bien évidemment les documents qui sont liés, les documents annexes qui sont liés par rapport à ça pour présenter le conflit d'intérêts. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place? La méthodologie, c'est-à-dire qu'à travers ça, donc une procédure, le conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'il va expliquer qu'est-ce que c'est un conflit d'intérêts. Alors, c'est une procédure, un document interne, je rappelle, il n'est pas au grand public, il n'est pas adressé aux clients ni quoi que ce soit. C'est une procédure interne lors d'un contrôle de régulateur ou d'un contrôle d'une chambre. Donc, il doit simplement indiquer que le cabinet applique, en tout cas, veille à une procédure interne de conflit d'intérêts sur la gestion des conflits d'intérêts. Ravi, en cas de contrôle, tu nous confirmes bien que cette procédure, un contrôleur va demander cette procédure, la rédaction de cette procédure, en tout cas la preuve qu'il y a bien cette procédure dans un cabinet? Complètement, non seulement la preuve, mais en plus, une procédure telle que le conflit d'intérêts évolue et donc doit être mise à jour régulièrement si éventuellement, en fonction des différents partenaires avec qui on travaille, évidemment, tout au long de sa vie professionnelle. Deuxième point, le registre et cartographie, c'est quoi? La cartographie, c'est une procédure qui permet de présenter des différents cas de conflits d'intérêts qui peuvent exister au sein de mon cabinet, au sein de mon activité. C'est une certaine typologie de conflits qui existe, donc il faut absolument l'avoir, c'est obligatoire, je le rappelle. Et enfin, un registre des conflits d'intérêts, ce qui permet de dire, dans le cas d'un conflit d'intérêts, comment mon cabinet met en place la procédure de gestion derrière sur ces conflits d'intérêts notamment. Alors, pour le registre Ravis, il faut bien que vous compreniez que c'est comme si vous ouvriez donc une note interne, d'accord, que vous devez réaliser, vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable légal, et vous allez décrire de manière précise, d'accord, le type de conflit, qu'est-ce qui se passe, quels sont les risques encourus, et évidemment, et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie, comment vous l'avez ou non résolu. Justement, la résolution, c'est quoi? Alors, effectivement, dans le cas d'un conflit d'intérêts qui existe, je le reconnais, il est là, il est présent, et par conséquent, je dois mettre en œuvre et en place toute la procédure de résolution, c'est-à-dire informer mon client là-dessus, d'expliquer évidemment les mesures qui permettraient d'atténuer dans le cas d'un conflit, d'expliquer bien sûr la nature de ce conflit, les sources de ce conflit, et évidemment d'écrire le conflit d'intérêts qui émane effectivement la lettre de résolution, on l'appelle ça la lettre de résolution. Voilà. Enfin, dernier point. Et cette lettre de résolution, Ravi, va permettre de construire tous les documents qui lui sont liés. Justement, on va y venir sur les documents liés. Et alors,
ça rappelle qu'effectivement, qu'il faut le présenter. Alors, j'ai un conflit d'intérêts, je travaille avec des partenaires et parmi mes mêmes partenaires, il y en a un avec qui je bénéficie des avantages un peu plus importants qu'un autre. Je le précise et je le précise dans quoi? Je le précise dans mon premier document d'entrée en relation, éventuellement si vous en avez un, ou alors un document juste qui présente votre activité sous forme de plaquette ou autre. Ça se retraduit aussi vers d'autres documents qui s'appellent la lettre de mission, dans lequel je reviens encore une fois si le client participe à ce type de produit parmi lesquels la compagnie est affectée. Donc là, je le rappelle dans la lettre de mission, ainsi que le rapport de mission. Enfin, d'autres documents internes, mais non en tout cas directement liés au client, c'est bien évidemment les procédures de suivi, le code intérieur, etc., dans lequel je stipule bien, voilà le fonctionnement de mon cabinet, comment je travaille, qu'est-ce que je mets en place, quelles sont les procédures, quelles sont les applications et en tout cas, quelles sont les actions que j'ai menées, en tout cas, pour mener à bien ces conflits d'intérêts, pour les gérer à bien ces conflits d'intérêts. Alors, nous savons que la lettre de mission, c'est on va dire, une appellation très conseiller en gestion de patrimoine, mais n'oubliez pas que vous avez aussi le devoir vous avez le recueil d'informations de vos clients, vous avez le devoir de conseil, et donc dans ces documents-là aussi, il est d'usage, si vous dites, voilà, je vais faire un contrat d'assurance vie, on projette de faire un contrat d'assurance vie, donc dans ce cadre, je vais prendre un certain nombre d'informations avec vous, eh bien, dès lors, vous pouvez, c'est ce qui est analogue à une lettre de mission, et donc vous pouvez déjà notifier effectivement le fait qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts pour qu'il n'y ait pas de méprise. Voilà. Quoi qu'il en soit, on voudrait savoir, et ça sera le dernier sondage du jour, puisque finalement, il y a eu quelques cas de conflits d'intérêts que finalement vous avez aperçus, on voudrait savoir quels sont aujourd'hui, dans l'ensemble de vos cabinets, quels sont les documents que vous avez mis en place. Jonas ? Donc, exactement. Ultime question de du quiz. Donc, je vous ai à nouveau renvoyé le lien et ce sera toujours le même code PIN. Je vais dès à présent activer l'ultime question du quiz. Voilà. Une fois de plus, hein, s'il y a d'autres personnes qui veulent à nouveau intervenir, nous sommes là aussi pour en discuter. Pareil, posez vos questions sur le chat, toujours la même chose. Réagissez. Aussi, je tenais aussi à préciser s'il y a des personnes qui veulent. Alors, ok, donc pour Arnaud, le lien ne fonctionne plus. Ok, je vais renvoyer le lien. Ouais, j'ai essayé de le renvoyer. Peut-être que si vous copiez-coller Arnaud, peut-être. Je sais pas. On va rappeler pendant ce temps-là, le temps que les gens s'inscrivent, que non, désolé, hein, le lien ne fonctionne pas et même quand je le copie-colle, alors je sais pas, essayez peut-être de me l'envoyer sur le WhatsApp, je vais voir si je peux le faire depuis mon téléphone. Et toi, tu n'es pas très habile avec l'informatique, Arnaud. Oui, c'est ça. Sinon, vous faites oralement après Arnaud. Sinon, vous faites un. Si vous me posez la question, je peux vous faire de l'oral. Sinon, vous faites un CTRL F5 sur votre ordinateur. Si vous êtes sur un PC classique. Si vous êtes sur un Mac, vous faites un commande R pour rafraîchir la page. Non, mais ça ne marche pas. Mais le rafraîchissement de page ne marche pas. Par contre, tous mes autres sites fonctionnent. Donc, voilà, je sais pas pourquoi. Sinon, dites-le oralement. Si vous envoyez par WhatsApp, Arnaud, peut-être que ça marchera sur votre téléphone. Je regarde. Et après, il ne reste pas très longtemps. Non, il ne veut pas. Non, vous ne voulez pas de moi, c'est pas grave. Je tenais aussi à dire c'est dommage qu'on n'ait pas la réponse d'Arnaud. Je tenais à préciser que même s'il y a des personnes qui veulent poser leurs questions, on va dire en vraiment juste seul à seul, on peut également à la fin de la présentation prendre un rendez-vous avec vous. On a des consultants qui sont là exprès aussi pour ça, pour vraiment faire avec vous du sur-mesure et répondre à vos questions et problématiques au cas par cas sur beaucoup de sujets. Si je comprends bien, Jonas, on n'a pas de réponse du tout ou c'est juste pour. On a des réponses. Voilà, on a des réponses. Je voulais juste prendre le temps que le quiz soit clôturé. Donc, on a eu 3 réponses.
et à 100%, ils n'ont mis aucun document en place dans leur cabinet en ce qui concerne le conflit d'intérêts. D'accord. Alors, ça, en revanche, 100% en général, on est proche de ça en règle générale, parce que le conflit d'intérêts, finalement, c'est quelque chose de relativement méconnu. Et d'ailleurs, vous voyez que vos réponses ont évolué au fil de la présentation. C'est que, en règle générale, et de très bonne foi, hein, je veux dire, il n'y a pas de choses tordues, les courtiers pensent qu'ils n'ont aucun cas de conflit d'intérêts dans leur cabinet. Et à mesure que notre présentation déroule, eh bien, on s'aperçoit au contraire qu'on a systématiquement, et il est impossible de ne pas avoir de cas de conflit d'intérêts. Et en revanche, où c'est très important, et ça, Ravi va nous en parler parce que ça a été son métier, c'est que, eh bien, lors d'un contrôle, même si aujourd'hui ils ne sont pas encore généralisés, mais ils commencent à se mettre en place, et vous avez peut-être vous-même reçu un questionnaire de la CPR, alors qui concernait plus la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, mais les contrôles risquent de débuter à l'instar de ce qui se fait pour les conseillers en gestion de patrimoine. Et bien évidemment, Ravi, TracFin d'un côté, mais également tout ce qui va concerner gouvernance produit et conflit d'intérêts vont être hautement surveillés. Oui, oui, tout à fait, Nicolas. Le contrôle est déjà enclenché et est en préparation, sera appliqué en tout cas dès le mois prochain, ou en tout cas plus tard au début septembre, par des effets de contrôle sur pièces. Donc, ça veut dire que comme on est encore un petit peu en confinement, semi-confinement, et donc il va y avoir que des contrôles sur pièces, en attendant, en tout cas d'ici la fin de l'année, à avoir des contrôles sur place. Alors, ça va se passer comme ça, c'est-à-dire que tous les cabinets aujourd'hui seront contrôlés d'ici fin 2021. Donc, à savoir, sur l'emplacement, à partir de la mise en place de la DDA, donc sur le devoir de conseil, devoir de suivi qu'on a rappelé, la gouvernance produit, etc. Et notamment ici, ce qui nous intéresse, sur le fameux conflit d'intérêts. Donc, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de conflit d'intérêts, que je n'ai pas à mettre des procédures. Loin de là. Vous avez une obligation de mettre des procédures. Je rappelle encore une fois, vous avez une obligation de décrire éventuellement des différents cas de conflit d'intérêts si c'est le cas. Vous avez une obligation d'expliquer la nature et les sources de conflit d'intérêts si vous êtes dans ce cas. Vous avez une obligation d'expliquer les risques pour le client éventuellement parce que je favorise un tel par rapport à un autre, éventuellement si c'est le cas. Et enfin, les mesures pour les atténuer, enfin. Donc, tout ça, vous avez une obligation de le faire. Ça passe par des procédures qu'on vient de décrire juste avant, des procédures de conflit d'intérêts, le registre, la cartographie, etc. C'est tout cela que vous devez mettre en place. C'est à peu près 5-6 procédures. Il n'y a pas mort d'homme à ça, mais c'est absolument nécessaire et surtout obligatoire. Et enfin, si je peux me permettre, vous êtes dans le cas d'un conflit et qui ne peut pas être évité. Alors, les distributeurs doivent absolument indiquer au client le risque de ce type de conflit qui ne peut porter atteinte, ne sera pas évité. Je suis désolé, monsieur le client. Voilà, on a évoqué tout à l'heure, je travaille avec une seule compagnie, avec un seul produit. Je n'ai pas le choix, j'y vais là-dessus. Bon, il peut y avoir éventuellement un risque, je vous le dis en toute transparence. Et à partir du moment que c'est formalisé, que c'est écrit, il n'y a pas de souci, c'est indiqué. L'ACPR, donc vous êtes tous assujettis en tant que courtier à l'ACPR. Vous êtes aussi assujetti au pôle commun ACPR-AMF. Comme Nicolas vient de le dire, vous êtes aussi assujetti au pôle TracFin. Bien évidemment, ces trois-là vont regarder scrupuleusement ce que vous avez mis en place comme procédure, quelles sont les étapes, quels sont les devoirs de suivi, et surtout qu'à partir du moment qu'on touche une commission, on doit absolument appliquer, bien évidemment, une règle de procédure. Et de réaliser surtout. Et une vigilance, bien évidemment. Et surtout, enfin, pour terminer, les procédures, ça vit, ça bouge, ça meurt, et surtout, ça évolue. Donc, vous avez une obligation, bien évidemment, de réexaminer celle-ci chaque année, au moins une fois par an. Je rappelle, au minimum. Alors, la bonne nouvelle, en fait, c'est que vous avez le choix est justement entre vos mains. Pourquoi on a choisi avec Vincent Guédon ce sujet-là? Parce qu'on a aussi fait part en fait, de notre expérience avec Ravi, parce qu'aujourd'hui, avec Ravi, on fait pas mal d'audits dans les cabinets pour restructurer justement tout le formalisme réglementaire et donner en fait, la méthodologie pour faire les bonnes pratiques au sein d'un cabinet. Et puis effectivement, notre logiciel est basé sur le fait d'automatiser toutes ces procédures que nous savons chronophages, fastidieuses et qui ne génèrent
a priori pas de business, mais qui vont vous permettre en fait, de pérenniser en fait vos activités au sein de vos cabinets respectifs. Donc, le choix en fait que vous avez, c'est soit de ne rien faire finalement, et le risque à un moment ou à un autre, c'est de devoir être consolé. Sur YouTube, on a vu encore récemment, Boursorama a fait une vidéo. Alors, ça concerne certes un conseiller en gestion de patrimoine, mais qui n'a pas eu toutes les précautions d'usage sur la transparence, sur l'information et sur des publications qui ne soient pas trompeuses. Donc, faites très attention à ça parce que pour lui, ça a généré 20 000 euros d'amende pour son cabinet, 80 000 euros à titre personnel, d'accord? Parce que vous pouvez être aussi attaqué à titre personnel et pas simplement le cabinet. Et puis ensuite, c'était surtout 5 ans d'exercice, c'est-à-dire 5 ans où votre portefeuille n'a plus de valeur, où il n'y a plus de commission. Et évidemment, le choix que vous avez, c'est finalement de mettre en place, comme le disait Ravi, cette procédure, cette cartographie, en attendant le cas échéant d'ouvrir un registre avec des notes internes et puis des lettres de résolution s'il y a lieu. Évidemment, et là, vous voyez en fait nos équipes au Salon du courtage qui avait eu lieu en 2019 à Paris. Nous serons ravis, avec un jeu de mots pour notre partenaire Ravi Joseph, de vous accompagner. Si vous en avez besoin, on peut simplement répondre à vos questions. Comme le disait Jonas, on se tient disponible pour faire aussi en visioconférence des rendez-vous. C'est totalement gratuit pour vous, mais au moins ça peut vous donner des pistes. Et si vous souhaitez qu'on vous accompagne, nous serons très heureux de pouvoir le faire. Voilà, Mais on en a fini. En tout cas, ne restez pas surtout dans un déni, entre guillemets, éventuellement, si vous êtes dans ce cas de figure, parce que le conflit d'intérêts, comme Nicolas vient de le dire, est vraiment un facteur important dans les prochains contrôles qui va y arriver. Ça va être regardé de plus près. Et lorsqu'on vous pose la question, est-ce que vous êtes en conflit d'intérêts? Oui, bien évidemment, parce que je travaille avec peu de partenaires que je privilégie parmi tant d'autres, éventuellement, mais ça n'empêche pas que ce n'est pas un conflit d'intérêts majeur. Ça reste effectivement un état mineur. Donc voilà, mais soyez en tout cas transparent. Formalisez le maximum, formalisez tous vos actes. C'est vraiment ce qu'on peut vous donner comme conseil, c'est de formaliser. Mettez en place les procédures formalisées et puis ensuite, tout roule, il n'y a pas de souci. À partir du moment que le client est informé, vous désamorcez totalement les conflits d'intérêts. D'accord? Et le désamorçage passe évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, par un document d'entrée en relation, mais c'est par la première présentation en disant d'entrée de jeu, voilà comment je travaille, voilà comment ça fonctionne, voilà comment je suis rémunéré. Et à partir du moment que le client est informé, ça désamorce tout de suite le litige, entre guillemets, le conflit d'intérêts. Jonas vous fera suivre sur la liste de diffusion un article des Échos qui date du 13 mai sur le fait que l'ESMA veuille supprimer purement et simplement tout ce qui est rétrocession. Alors ça concerne plutôt la partie vie, mais parce qu'ils estiment que c'est générateur de trop de conflits d'intérêts aujourd'hui et que le Conseil n'est pas impartial. Voilà. Jonas, y a-t-il d'autres questions? Est-ce que des personnes souhaiteraient prendre la parole? Alors, à ce que je sache pour le moment, non. On a Arnaud qui a encore réagi par rapport au document, puisqu'il ne pouvait pas répondre sur le vote Vox. Il a dit d'abord qu'il était au taquet sur le sujet et qu'il est aujourd'hui accompagné par un cabinet de conseil pour ces différentes problématiques. Voilà. Ok. Écoutez Arnaud, c'est parfait, mais en tout cas, il faut effectivement les traiter comme vous avez décidé de le faire. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions ou des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez quand même. Le plus difficile dans tout ça, c'est qu'en fait, on a la tête dans le guidon, on ne peut pas gérer ça. Donc, il faut savoir investir. Ça coûte de l'argent, hein. C'est pas gratuit. Et en plus, j'ai une procédure de contrôle permanent tous les ans. Elle vient vérifier, elle me corrige les procédures et elle me corrige à la fois le respect des procédures déjà en place, qu'on vérifie que ça fonctionne, et elle me corrige aussi l'ensemble des procédures suite aux évolutions légales. Et tout ça s'intègre dans mes outils digitaux pour limiter la contrainte, en fait.
C'est-à-dire que j'ai essayé d'industrialiser la contrainte pour que ce soit limité auprès des collaborateurs. Voilà. Ben, vous avez la bonne démarche, Arnaud. Voilà. Et puis, par contre, non, mais moi, c'est innommable de voir quand je vois ce qui a été écrit en termes de procédure, mais si on n'est pas accompagné par des professionnels, c'est même pas en rêve. Hein. Moi, j'ai rien que ma procédure LCBFT, elle fait 40 pages. La mienne, hein, celle de mon cabinet. C'est-à-dire que je suis un petit cabinet de courtage de province, j'ai une procédure LCB de 40 pages. Hein. Alors, donc, en fait, la CPR peut venir, je suis prêt. on devrait vous engager comme commercial, Arnaud, parce que effectivement, avec Ravi, c'est ce qu'on explique, c'est très difficile pour un cabinet de le mettre en place. On est en relation avec Planète CSCA et eux aussi réfléchissent. Ils ont déjà fait des choses et ça va dans le bon sens, mais ils réfléchissent à faire en sorte de pouvoir complètement diffuser cette information et faire en sorte que les cabinets le fassent. Avec Ravi, quand on va chez les cabinets, aujourd'hui, on a des audits chaque semaine. Je veux dire, 9 cabinets sur 10 n'a souvent rien fait ou a fait à peine un DER et puis finalement un document pour la connaissance client. Mais ça se résume à ça aujourd'hui, la conformité au sein d'un cabinet, alors qu'on a plus de 50 procédures pour un cabinet de courtage classique de province, Arnaud. Mais je vous rassure, en fait, que vous soyez en province ou pas, c'est exactement la même chose partout. Et voilà. Mais en tout cas, c'est rare d'avoir quelqu'un qui ait pris à bras le corps en fait ces notions-là. Et c'est vrai que c'est très 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 important et que en plus donc la personne alors c'est un avocat qui sait qui le fait. C'est un cabinet de conseil spécialisé là-dedans. Donc comme Ravi, d'accord. Voilà. Okay. Si ça vous intéresse, je pourrais vous non, mais à vous. Mais vous le faites de toute façon, donc vous n'avez pas besoin. Non, mais c'était pour savoir parce qu'il y a certaines personnes qui font appel à des avocats, d'autres à des cabinets spécialisés. Moi, elle m'a rédigé mes fiches de conseil, enfin mes devoirs de conseil. Oui. Elle m'a rédigé mon DER, mon devoir d'entrée en relation. En vie, j'ai toutes mes lettres de mission qui sont reliées. J'utilise les logiciels aussi, hein, parce que c'est quand même hyper intéressant. En dommage, j'ai un logiciel spécifique pour ça. En vie, j'ai un autre logiciel parce que personne ne sait faire les doublés. Ménimore, c'est pas faire du dommage et modulaire, c'est pas faire de la vie. Donc voilà. Donc en fait, quand vous faites du dommage, c'est pour ça qu'on s'est lancé dedans. C'est pour ça que nous sommes lancés dedans parce qu'effectivement, on avait effectivement vu qu'on avait d'un côté O2S, Ménimore, Obsideo, et de l'autre côté des logiciels comme Modulaire Courtage ou Ogodata. Comme ça, j'aurais fait de la pub à peu près pour tout le monde. Et nous, effectivement, on essaye de faire le particulier comme la personne morale et la vie comme le yard. Voilà, donc c'est vrai que c'est très important. Et surtout d'automatiser les documents et de générer la traçabilité des échanges, ce que peu finalement de logiciels font. Et nous, on s'est spécialisé dans la traçabilité des échanges, c'est-à-dire qu'on neuroda tout ce que fait votre client ou tout ce que fait l'un de vos collaborateurs ou vous-même, Arnaud. Voilà, pour que vous. Voilà. Après, vous êtes équipé, c'est pas pour dire ceci, cela, mais on pourra éventuellement, si ça vous intéresse, vous montrer comment on intervient et la façon, parce qu'aujourd'hui, tracer tous les échanges, c'est ce qui vous protège. Et nous, vous l'avez compris, et c'est pour ça que nous sommes maintenant devenus partenaires avec JR Conseil. C'est-à-dire que Ravi rentre, fait les audits, fait les documents. Et nous, notre job, c'est de tout organiser et de tout automatiser pour, comme vous l'avez dit Arnaud, permettre aux collaborateurs ou aux responsables de cabinet d'aller le plus vite possible sur des tâches, comme je le disais tout à l'heure, chronophages et fastidieuses. Et Arnaud, si je peux me permettre encore une fois, donc ce que vous avez mis en place, en tout cas, il y a une chose qui est capitale et sûre, ça va vous éviter une sanction, non seulement pécuniaire, mais surtout toute autre sanction derrière. Donc ça, c'est une première des choses. Là où le régulateur va regarder, c'est maintenant les documents que vous avez mis en place, si c'est bien personnalisé par rapport à vos activités, si c'est bien tourné par rapport effectivement à votre offre, à vos prestations, si c'est bien qualifié, notamment un certain nombre de points et un certain nombre de choses sur lesquelles, avec Nicolas, nous, on a fortement, bien évidemment, appuyé pour que vous soyez ceinture et bretelles par rapport à ça. Donc,
l'idée, c'est que bien évidemment aujourd'hui, vous êtes entièrement protégé, si je peux me permettre, je touche du bois, mais dans le sens qu'aujourd'hui, ça va, parce que l'effort que vous avez mis en place sera tenu par rapport aux régulateurs. Maintenant, ils vont regarder le contenu, le fond, la forme, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai des devoirs de conseil qui sont spécialisés par produit. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et je n'ai pas un devoir de conseil au cabinet. J'ai un devoir de conseil par typologie de produit. C'est très, très bien ça. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez voulu assister finalement à notre atelier, Arnaud? Parce que je suis un flippé de la CPR. Et que finalement, non, mais je suis un flippé de la CPR, je suis un flippé de la cybersécurité aussi. En fait, je suis un flippé de mes données. Voilà. Je trouve que c'est, au-delà du flip pour moi, je trouve que c'est important pour le client aussi. C'est-à-dire que il faut transformer cette contrainte parce que ça reste quand même une contrainte, c'est de la paperasse et que tous ces gens en Europe, faut quand même être honnête, ils n'ont jamais rien commercialisé de leur vie. On est bien d'accord. Sinon, ce serait rigolo de les voir commercialiser ça avec les paperasses qu'ils nous demandent de faire. Et puis, compte tenu de la paperasse qu'on nous demande aujourd'hui, je pense que Greta Thunberg, elle peut se retourner, elle peut avoir une syncope sur le nombre d'arbres que l'on est en train de détruire avec toute cette paperasse à travers le monde. Mais bon, peu importe, ça c'est un sujet un peu rigolo et un peu écolo, puisqu'il paraît que c'est d'actualité de parler écologie. Mais c'est pas arrivé jusqu'aux oreilles des législateurs. Mais pour le coup, le plus important dans tout ça, c'est d'essayer de cette contrainte moi, ma grande volonté, c'est de limiter la contrainte auprès des collaborateurs et de prendre de la hauteur pour l'expliquer au mieux aux clients et pour que cette contrainte soit un atout commercial. Moi, aujourd'hui, c'est un vrai atout commercial d'expliquer à mes clients que je leur fais un devoir de conseil, que je leur fais une demande d'entrée en relation, que je leur fais tout ça. Ils n'ont jamais vécu ça ailleurs. Et ils me disent, mais c'est quoi ça? Et moi, je leur dis, ça, messieurs, dames, c'est de la réglementation. Et si vous ne l'avez pas ailleurs, je ne sais pas où est-ce que vous êtes en risque. En tout cas, chez moi, vous ne l'êtes pas. Voilà. On va vous embaucher pour nos futurs ateliers. Bravo. On va se servir de votre témoignage. Mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est enregistré, j'ai des droits d'auteur. En tout cas, c'est très gentil à vous d'avoir participé. Alors, j'invite aussi. Alors, on était en effectif très réduit. Et ça peut être très bien parce que ça facilite les échanges, mais c'est vrai que c'est un sujet qui concerne l'intégralité des courtiers, ça je le dis beaucoup pour Vincent, et qu'il faudra essayer de refaire aussi quelque chose avec encore plus de monde, parce que malheureusement, il y a plein de gens qui pensent qu'ils ne sont absolument pas concernés, et donc c'est un problème parce que tout le monde, rigoureusement tout le monde, et c'est pour ça que ça nous amuse de faire ce petit test, ce petit quiz. Tout le monde est concerné, 100% des cabinets sont concernés, mais il y a une très très large majorité qui ne le savent pas encore. Donc voilà. C'est vrai. D'où l'importance de ces échanges. Exactement. Voilà. Merci à tous les trois. Ouais. On pose une dernière. Oui, sûr. Un dernier commentaire de Cédric qui disait que pour lui, ce qui est utile en fait, c'est de mettre en place des procédures applicables. Au-delà de la paperasse, pour que ce soit applicable. J'entends bien ce que tu dis, Arnaud. 40 pages de LCBT et tout, pour moi, ça me fait bondir, mais j'imagine que, te connaissant, si tu l'as fait, c'est que c'est nécessaire. Simplement, moi, je me dis que tous ces trucs-là, le jour où la CPR va débarquer dans mes bureaux, ils vont regarder tous ces papiers-là, etc. Maintenant, quand on va me questionner sur comment on applique ces trucs-là, je pense que j'aurais bien du mal à répondre en réalité. Et voilà, il y a une grosse. En fait, tu sais, ce qu'on va mettre dans des classeurs et ce qu'on va faire au quotidien. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut générer en fait une procédure de fonctionnement. Et en fait, moi, par exemple, l'outil informatique que j'ai mis en place me permet de générer des procédures obligatoires auprès des collaborateurs, mais qui, au démarrage, étaient assez compliquées à mettre en place parce qu'on a un peu de résistance au changement. Mais une fois qu'on l'a mis en place, en fait, c'est devenu une habitude au cabinet. Et ça se passe maintenant de manière automatique. Et donc, toutes les procédures, qu'elles soient LCBFT, conformité, les devoirs de conseil, les gouvernances, tout ça, entre l'utilisation des documents des compagnies plus l'utilisation de mes documents à moi, c'est, comme disait tout à l'heure, je crois que c'est Ravi, c'est ceinture et bretelles, en fait.
Et pour le coup, on arrive à l'automatiser assez simplement. Mais on arrive à l'automatiser, et là c'est le geek qui parle, c'est beaucoup plus facile de le faire quand on l'automatise avec du système informatique que quand tu le fais en papier, où là tu te retrouves à donner au client mais une quantité de papier qu'il est incapable de gérer. Et donc moi, effectivement, je pourrais te montrer à l'occasion, le truc c'est que, en fait, moi je l'ai automatisé, et tout ça bien sûr en signature électronique. Et comme ça, moi j'ai plus du tout de contraintes ni de papier, ni de… Voilà. Et en face du client, on peut faire aujourd'hui, ça se passe très bien de signer électroniquement avec son client en face de soi. Il reçoit le SMS et ça se passe bien. Hein. Donc, Arnaud, c'est notre pub d'abord. Hein. non, en fait, Arnaud vient de décrire la raison pour laquelle JR Conseil et ASC Pro se sont mis ensemble, Cédric. Parce que effectivement, comme l'a très bien décrit Arnaud, et j'ai l'impression qu'Arnaud quand même sait se débrouiller avec l'informatique et donc a fait des réels efforts pour mettre tout ça en place. Ce qui est rare chez les courtiers quand même, Arnaud, il faudra aussi en convenir. Mais Cédric, pour répondre à votre… voilà, on dirait que vous avez compris effectivement ce qu'il faut mettre en place, mais on dirait parallèlement que vous dites c'est infaisable au quotidien. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes aujourd'hui présents sur le marché. Alors, comme l'a très bien décrit Arnaud, c'est en automatisant ces procédures, en les rendant effectivement digitales, que vous pouvez le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est qu'il faut bien comprendre que dans n'importe quel produit, avec tout le papier, et encore une fois, Arnaud le disait tout à l'heure, Greta doit faire une syncope, enfin en tout cas si elle voyait ce qui se passe, elle ferait une syncope. Ça ne va même pas dans l'intérêt des clients parce qu'on s'aperçoit que les clients lisent beaucoup moins les documents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vous doter d'outils informatiques, Cédric. Alors, je prêche pour ma paroisse, il y a clairement un conflit d'intérêts lorsque je dis ça, mais je l'assume totalement. N'hésitez pas à prendre aussi contact, alors avec Arnaud, puisque vous semblez bien vous connaître, mais également, n'hésitez pas à prendre contact avec Jonas qui vous mettra en relation avec Alexandre, qui vous montrera comment justement automatiser les procédures, avoir le cahier des charges, parce qu'on a bien étudié la façon dont vous travaillez au quotidien, que ce soit pour le yard, que ce soit pour la vie. La seule chose qui peut peut-être manquer, c'est effectivement des échanges sur une plateforme où, alors nous, c'est le choix que nous avons fait, c'est-à-dire qu'on vous fait échanger avec votre client sur une plateforme en interne, et donc tout est fait et on est sûr de l'identité du client, etc., etc. Donc, c'est franchement, les cabinets qui seront en conformité, ce sont ceux qui resteront en place. Ça, il faut que ça soit ancré dans l'esprit de tout le monde. Et deuxièmement, et ça, Ravi pourra vous le dire, c'est pas si compliqué de mettre les procédures en place. C'est une fois de mettre des procédures en place. Ensuite, c'est effectivement des habitudes au quotidien. Mais dites-vous bien que, et c'est pour ça qu'on s'est associé dans tout ça avec JR Conseil, c'est parce que avoir des papiers, la plupart des gens que Ravi voyait avant, ils faisaient des audits, ils donnaient tout en papier, et finalement les gens disaient c'est des formations, des audits, et au final, ils n'en font rien de ces papiers parce que c'est trop astreignant. L'outil, la machine est aujourd'hui la réponse idoine pour pouvoir être et rester. Parce que être en conformité à un instant T, c'est faisable. Vous allez mettre les moyens et c'est faisable. Mais rester et perdurer au niveau de la conformité, c'est ce qui est le plus difficile. Et sans outil, c'est quasiment impossible. Voilà. Et pour répondre effectivement à Cédric, juste une seule journée de formation, par exemple, et la plupart, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que je travaille avec des courtiers comme les CGP. Une journée de formation, de savoir exactement tout ce qu'il faut mettre, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et à travers une journée de formation qui permet de savoir tout cela, ça permet justement, avec une journée de travail, de savoir exactement où vous en êtes. Et ensuite, l'outil vient évidemment s'intégrer pour pouvoir l'appliquer et ensuite l'utiliser. Franchement, allez, en 2 jours de boulot, ça y est, votre cabinet est propre. Il n'y a pas mort d'homme là-dessus. Grosso modo, on a déjà établi, allez, 80% déjà d'une bonne partie des choses. Ravi, 2 jours de participation de Cédric, parce que oui, participation. Sinon, ça dure un peu plus longtemps quand même, le boulot qu'on a. Oui, mais Cédric est un geek aussi, comme Arnaud, donc ça va plus vite. D'accord. Alors, il a également ajouté sur le chat, je pense que ça dépend de la capacité de chacun à investir aussi. C'est pas si cher d'investir. C'est pas si cher d'investir dans la conformité.
aujourd'hui, pour être transparent sur les coûts, pour être conforme, c'est un audit aujourd'hui avec Ravi, c'est entre, on va dire, l'ordre d'idée, c'est entre 3 500 et 7 000 euros une fois. Et en ce qui concerne le coût d'un logiciel, c'est entre 2 000 et 3 000 euros par an maximum. Voilà. Donc, et puis la vraie question derrière tout ça, excusez-moi, je n'arrête pas de prendre la parole, mais je vous fais de la com. La vraie question dans tout ça, c'est en cas de contrôle ACPR, les coûts qu'on vient d'énoncer par rapport à une amende de la CPR, je ne sais pas, on peut les mettre en relief. Hein, on peut mettre les deux. Alors aujourd'hui, ils sont plus en mode formation. Enfin, ils essayent d'accompagner. Ils ne sont pas trop encore en mode, sauf quand il y a vraiment des très grosses erreurs. Aujourd'hui. Mais Arnaud, un jour, vu les investissements de salariés qu'ils sont en train de faire, ils vont passer en mode exactement. Arnaud, il y a juste une chose. L'amende, ok, c'est super contraignant. J'avoue, sortir jusqu'à 20% du chiffre d'affaires où on peut remonter. Bon, ok, c'est contraignant. Mais la vraie problématique, c'est que depuis des années, vous avez monté un cabinet. Vous avez monté vos encours, vous avez monté le nombre de contrats, vous avez monté donc vos rémunérations récurrente. Et du jour au lendemain, tout s'arrête et vous n'avez plus aucun droit dessus et l'interdiction d'exercer. Moi, je pense qu'au-delà de l'amende, qui peut être effectivement assez rondelette, il y a surtout cette interdiction d'exercer. Et je rajoute effectivement là-dessus qu'une fois qu'on est interdit d'exercer, on n'a plus qu'à vendre des tomates et des courgettes. Hein, c'est terminé. On est complètement, parce qu'on est fiché effectivement dans le registre de la CPR ainsi que de l'AMF. Ça, c'est un premier point. Mais j'allais dire, la sanction pécuniaire, pour répondre à Arnaud, elle est monstrueuse. Aujourd'hui, pour un manque d'information sur un simple DER, le dernier de vos confrères a été amendé de 15 000 euros parce qu'il manquait une mention conformément au code des assureurs. Il n'y avait pas que ça, mais il y avait 2-3 mentions qui manquaient. Pour des mentions, 15 000 euros. Alors, je vous laisse imaginer lorsqu'il manque effectivement des procédures internes. Je vous laisse imaginer lorsqu'il manque, vous n'avez pas appliqué ces procédures internes, ça peut aller au-delà de cela. Grosso modo, le dernier CGP qui a été amendé, notamment que je connais bien, il a eu 900 000 euros d'amende. Alors, il était bien content, effectivement, il aurait été bien content, pardon, d'avoir eu effectivement un audit ou une formation, et en tout cas des outils en place qui auraient coûté beaucoup, beaucoup moins cher que ça, bien évidemment. Et au-delà du contrôle, ce sont les litiges avec vos clients qui aujourd'hui génèrent un contrôle systématique. Parce qu'aujourd'hui, les contrôles, effectivement, comme le disait très, très justement Arnaud, les contrôles sont plutôt encore pédagogiques, pas de problème. Mais en revanche, ils ne deviennent absolument plus pédagogiques si vous avez un litige avec un client. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, au-delà des autorités de contrôle, vous avez les avocats. Et ça, je suis bien placé pour le savoir parce qu'on a des avocats, nous, qui travaillent sur les problématiques que génère la signature électronique, des problématiques d'assurance et tout ça. Plus vous avez de réglementation à respecter, plus ça donne des billes à des aides juridiques, à des avocats, à tout ce que vous voulez, pour aider des clients à des recours collectifs, aider des clients à porter plainte contre son conseiller, etc., etc. Et là, en plus, systématiquement, vous aurez un contrôle derrière parce qu'ils vont faire appel à de la médiation. Et donc, on va remuer un petit peu tout. Et là, l'investigation au sein d'un cabinet est très large. Et c'est là où, comme le disait Ravi, le DER, c'est un exemple, mais parce qu'ils ont trouvé d'autres problématiques ailleurs. Et donc, ils ont été regarder tout, y compris le DER. Et on ajoute des griefs contre le professionnel. Donc, c'est vrai que quand on y pense, aujourd'hui, ça peut paraître fastidieux. Allez, soyons clairs, c'est très chiant. On se dit, moi, j'ai déjà plein de choses à faire avec mes clients, j'ai pas le temps pour faire ça. Je veux bien investir, mais j'ai pas non plus 20 000 euros à mettre dans ça. Donc, c'est pour ça, Cédric, vous avez raison, il y a un investissement de départ, ok, mais qui n'est pas insurmontable non plus, en tout cas pas avec nous. Et vous avez un accompagnement au travers des logiciels informatiques qui restent quand même abordables. Tout à l'heure, Arnaud parlait de ces deux logiciels. Je pense que la facture ne doit pas dépasser les 400 euros mensuels. Arnaud, faudra me voilà, mais on reste dans quelque chose de 400 euros. Non, par personne, c'est sûr. La licence par personne, ça vaut pas ça.
Parce qu'après, c'est des logiciels en ligne, donc c'est des licences. J'ai une licence par collaborateur. Donc Oui, moi, mais aujourd'hui, alors moi aujourd'hui, j'ai. 50, Oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. 59 €. Oui, c'est ça. Non, mais effectivement, on n'est pas sur des coûts Et mensuels. après, Voilà. si vous parlez de Ménimore, voilà, nous, Cédric, en règle générale, on est entre 150 et 200 € mensuels pour le logiciel. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça soit insurmontable pour un cabinet qui veuille pérenniser son activité et même réussir à développer, parce que le logiciel ne sert pas qu'à se mettre en conformité, mais il sert aussi à être proactif dans le business. Et vous verrez, enfin, n'hésitez pas à nous solliciter, mais on pourra vous expliquer comment générer du business supplémentaire, et notamment en allant rechercher des vieux contrats, des vieux clients, et de relancer la machine grâce à la réglementation, parce que la réglementation est un formidable atout pour le business, comme l'a dit très justement tout à l'heure Arnaud. Bon, merci pour ces échanges en tout cas, c'est très riche d'infos et ça remet à nouveau le vrai risque du non-respect du réglementaire et c'est vrai que c'est primordial dans vos activités. Exactement. Merci à tous. Merci pour votre participation en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.